Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de cette nouvelle saison de Défense sur i24 News, une émission spéciale consacrée aujourd'hui au programme spatial militaire israélien. C'était le 19 septembre 1988, Israël lançait son premier satellite espion dans l'espace et nous recevrons l'un de ses pairs, Patrick Rosenbaum, qui s'exprimera pour la première fois, 30 ans plus tard, sur la genèse de ce projet fou, une guerre des étoiles version bleue et blanche. Mais en attendant, c'est d'abord le Flash Actu Défense de la semaine avec Elsa Mimoun. Bonjour Elsa. Bonjour Mathias et bonjour à tous. À la une de l'actualité défense de cette semaine, l'Iran conclut un pacte de coopération militaire avec le régime syrien de Bachar al-Assad. Téhéran est désormais engagé officiellement dans la défense de la Syrie. Objectif, répondre plus efficacement en cas d'attaque étrangère. Une annonce qui vient en contradiction avec les promesses de Moscou de limiter la présence iranienne en territoire syrien. On poursuit avec cette annonce de l'administration Trump. Ce sont 200 millions de dollars d'aide aux Palestiniens qui sont annulés. L'envoyé de l'OLP à Washington, Rossam Zomlot, a déclaré via un communiqué que le président américain était en train de démanteler des décennies de vision et d'engagement américain en Palestine. Fin de citation. Calme relatif contre assouplissement des restrictions humanitaires. L'équation semble fonctionner à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Israël vient de rouvrir le point de passage d'Erez avec la bande côtière. Décision du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, au regard d'une baisse significative des incidents sécuritaires dans le secteur ces derniers jours. Et puis en Cisjordanie, l'armée israélienne a procédé à la destruction de la maison d'un terroriste palestinien non loin de Ramallah. Il était l'auteur, rappelez-vous, de l'attentat de juillet dernier qui s'était produit à Adam, au nord de Jérusalem, et qui avait coûté la vie à Yotam Ovadia, un père de famille israélien âgé de 31 ans. Voilà, Mathias, pour l'essentiel de l'actualité défense. Place à vos invités. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des pères fondateurs des premiers satellites de reconnaissance appelés satellites espions OFEC 1 et 2. Je parlais à l'instant de guerre des étoiles. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le Luke Skywalker israélien? Non, je pense pas. Je pense pas. Je laisse ça au cinéma. Et je pense que j'aimerais plutôt me concentrer sur comment ce programme a été développé, parce que c'est une histoire assez remarquable. Un événement exceptionnel et ce à double titre. Alors justement, avant d'en parler, j'aimerais que nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. On va voir le sujet préparé par Elsa Mimoun et on en parle juste après. Ce n'est pas une arme, c'est de la technologie. C'est en ces termes que Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères de l'époque, qualifia le lancement du satellite OFEC 1 en 1988. OFEC, Horizon en hébreu, est le nom d'une série de satellites de reconnaissance militaire israélien léger construits par Israel Aerospace Industries et opérés par le ministre de la Défense et l'armée israélienne. Lancé le 19 septembre 1988, OFEC 1 est le premier satellite israélien envoyé dans l'espace. Grâce au succès de la mission, Israël est devenu la 8e nation à lancer son propre satellite. Le lancement du satellite OFEC 1 est un jour de fête pour nous tous et une nouvelle preuve de la qualité et de la capacité du peuple d'Israël. 4 objectifs étaient fixés à cette mission: l'expérimentation de la génération d'énergie solaire, des tests de radiotransmission, la vérification de la capacité du système à résister à des conditions d'apesanteur, la collecte de données sur l'environnement spatial et le champ magnétique de la Terre. Prévu pour une durée de vie de quelques semaines, il ne rentra dans l'atmosphère que le 14 janvier 1989, soit quasiment 4 mois après son lancement. On pense qu'il existe une fenêtre marketing pour de très petits satellites que j'appellerais mini-satellites. Je suis sûr qu'au cours du siècle prochain, voire même avant, ces mini-satellites existeront pour beaucoup de petits pays. Comme aujourd'hui, il existe un large marché pour des mini-ordinateurs. Le 3 avril 1990, son petit frère OFEC 2, un satellite expérimental sans instrument d'imagerie à bord, est également lancé. L'objectif confié à ce satellite était d'effectuer des tests de communication. Il retomba dans l'atmosphère 3 mois après son lancement, le 9 juillet 1990. Après ses premiers succès, Israël rentre dans le cercle très fermé des puissances capables de se renseigner depuis l'espace.
Et un bond en avant, Patrick Rosenbaum, vous vous êtes vu il y a près de 30 ans. J'ai beaucoup changé, je crois. Ça, c'est vous qui le dites. En tout cas, c'est assez exceptionnel. Merci de me faire l'honneur de répondre à mes questions parce que je dois dire que c'est une exclusivité. C'est la première fois que vous vous livrez à une caméra. 30 ans, c'est exactement en septembre 1988 pour les 30 ans du premier satellite de reconnaissance israélien. Racontez-nous d'abord la genèse du projet. Écoutez, tout a commencé fin des années 70, lorsque Israël a signé un accord de paix avec l'Égypte. Dès ce moment-là, la reconnaissance aérienne, les missions de reconnaissance aérienne au-dessus du territoire égyptien étaient bien sûr interdites, et par conséquent, il fallait trouver une solution. 2 options. Première option, on reçoit nos images, notre intelligence des Américains, avec tout ce que cela implique. Et la deuxième option, c'est de construire, de développer notre propre satellite, un satellite Kahol Lavan, comme on dit, bleu-blanc. Mais il faut être fou. C'est quoi? C'est de la folie? C'est de la prophétie? Vous savez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que la première réaction que j'ai eue lorsque le directeur de l'usine m'a annoncé que j'allais faire partie de ce groupe de 5 personnes qui allaient lancer ce programme spatial, j'ai dit « ils sont fous ». J'ai presque dit « ils sont fous », c'est gaulois, mais je me suis repris. J'ai dit « ils sont fous » parce que je ne comprenais pas pourquoi, à l'époque, l'État d'Israël allait investir autant d'argent. Je savais qu'un programme spatial coûtait des fortunes, des milliards, et je ne comprenais pas pourquoi l'État d'Israël avait besoin de dépenser autant d'argent pour un satellite. J'ai changé, bien sûr, mon approche, parce qu'effectivement, on a fait un programme merveilleux qui n'a pas coûté des milliards, qui a coûté bien moins cher que n'importe quel programme dans le monde. C'est quoi un satellite de reconnaissance, ce qu'on appelle un satellite espion? C'est en fait une caméra qui est montée à bord d'un satellite. Et par conséquent, lorsque le satellite passe au-dessus d'une certaine région, et le satellite s'oriente vers la Terre et prend des images de manière d'un système de balayage au sol, et ces images sont retransmises vers une station sol qui les décrypte et qui ensuite les donne aux utilisateurs pour en faire bon usage. La question est de savoir pourquoi, alors justement, Israël en avait besoin. Est-ce que vous avez trouvé la réponse à votre question? Oui, bien sûr. Les réponses sont venues petit à petit. D'abord, parce qu'on en avait besoin et qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'avoir de l'intelligence, d'avoir des missions de reconnaissance sur tous les pays. Et puis ensuite, parce que, comme on le sait aujourd'hui, le théâtre des opérations s'est agrandi. Le théâtre des opérations dans les années 70 était encore limité à quelques centaines de kilomètres autour de Tel Aviv. Et aujourd'hui, on sait que, hélas, ce théâtre d'opération est devenu beaucoup plus grand. Par conséquent, une station sol en Israël qui permet de capter des images dans un rayon de 2000 km est quelque chose de considérable, d'important aujourd'hui. Et je pense que les utilisateurs en font bon usage. Alors, vous parliez à l'instant du Frenchie qui arrivait en terre d'Israël. J'aimerais vous montrer un extrait. Certes, c'est du cinéma, mais vous allez voir un certain rapport entre ces femmes-là et un certain Patrick Rosenbaum. J'aimerais vous montrer, c'est Les Filles de l'Ombre. Petit extrait, ça dure 20 secondes. Allez-y. Les Russes ont un satellite espion qui prend des photos et Dieu sait quoi encore. Mettez-nous là-haut. Mes filles sont prêtes. On y arrivera. Colonel Glenn? Je suis content que la NASA n'ait pas tiré un trait sur l'intelligence. Il y a une vraie boule de feu dehors. Il fait un peu chaud d'ailleurs. C'est le combat d'une vie, mes amis. Pourquoi j'ai choisi Patrick Rosenbaum de vous montrer cet extrait? Parce qu'à l'époque, personne ne faisait confiance à ces 3 femmes noires pour réaliser ce projet en terre des Blancs. Mais les mots choisis sont très importants ici. Il dit « Montez-nous là-haut, on ne peut pas tirer un trait sur l'intelligence et c'est le combat d'une vie ». Ces mots ont été les vôtres. Si vous voulez, ou d'une manière peut-être différente, je pense que lorsque le Patrick Rosenbaum est venu en Israël, de la même façon qu'il y a eu de nombreux immigrants, je pense essentiellement également aux immigrants qui sont venus de Russie,
aux immigrants qui sont venus d'Amérique latine. Et on s'est retrouvés dans ce groupe merveilleux que j'appelais un melting pot, où il y avait des scientifiques, des ingénieurs. Et l'idée, c'était de donner tout ce qu'on pouvait. Et en fait, on n'a pas réalisé un projet. Pour nous, c'était une mission. On avait une mission. On savait que c'était, à la limite, mission impossible, mission impossible, parce que réaliser un satellite qui pèse 200 kilos et qui prend des images à très haute résolution, c'est-à-dire en dessous d'1 mètre, c'était à l'époque impossible, incroyable. Et personne ne vous croit. Même, vous avez un moment, si je connais bien mes sources, vous avez même testé le projet en fait, de fausses informations sur certains techniciens ou ingénieurs. Oui, lorsqu'on avait des visites qui venaient de l'étranger, il fallait parfois que je fasse des digressions que la sécurité n'aimait pas, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'il y avait une caméra dans ce satellite et que cette caméra prenait des images à très haute résolution. Et ce qui a été notre chance, on a eu une seule chance, c'est que personne de tout ce groupe, de tout ce melting pot, personne ne savait ce qu'était un satellite. Personne n'avait travaillé sur un satellite. Nous n'avons pas copié un autre satellite. Nous avons fait une percée technologique de premier plan qui était de réaliser dans un satellite de 200 kg, de mettre dans un satellite de 200 kg une caméra qui permettait de prendre des images à haute résolution. Comment ça se faisait? Eh bien, tout simplement, on a eu cette intelligence, ce génie, j'aime pas tellement ce mot, de prendre un satellite et de l'orienter vers l'objet qu'on allait filmer. Et ça, c'est le fait qu'on puisse orienter le satellite vers les targets, vers les objets que l'on veut filmer. Ça provenait du fait que le satellite avait un très faible poids. Et ça a été une percée technologique absolument incroyable. Où vous étiez au moment du lancement? À côté de qui vous étiez assis? Alors, le docteur Bar-Lev, qui était le directeur du programme spatial, moi j'étais son adjoint, on se partageait le travail. Lui était sur la base du lancement à Palmachim, moi j'étais à la station Sol. Par conséquent, j'ai pu entendre le satellite avant qu'il disparaisse de l'horizon. Et ensuite, il a fallu attendre 90 minutes, difficile, très longue 90 minutes, jusqu'à ce qu'on entende le bip du satellite lorsqu'il est revenu au-dessus de la station Sol. Et ça a été un moment merveilleux d'entendre ce satellite, une grande réussite à ce moment-là en 1988. Mais ça signifie quoi par rapport au reste du monde? Une réussite, une telle réussite face à des superpuissances comme la Chine, comme les États-Unis, comme la France? Écoutez, nous avons un problème qui n'est pas global, n'est-ce pas? Israël n'a pas besoin de savoir ce qui se passe en Amérique du Sud. Nous avons un problème qui est régional. Ce qui est merveilleux, c'est que ce satellite est exactement tailored, comme on dit, approprié pour les besoins d'Israël. Et je dois dire que ce qui a été merveilleux, c'est qu'à un moment donné, en 1994, lorsque le président Clinton a décidé qu'il autorisait les satellites qui autoriserait à des fins civiles des satellites qui auraient une résolution inférieure à 1 mètre, à ce moment-là, on a eu une idée. Une autre idée, c'est d'utiliser ce satellite à des fins civiles. Et c'est là qu'a commencé un start-up qui s'appelait ImageSat, et avec lequel, qui s'est développé et avec lequel nous avons donné des images, vendu des images par le monde. Mais c'est quoi exactement le père, parce que c'est comme ça qu'on vous surnomme en Israël, le père du satellite espion? Cela veut dire quoi exactement? En général, comme il y a beaucoup de pères, vous savez, pour le succès, donc j'utilise une boutade disant « je suis la mère ». Parce que personne ne veut être la mère, tout le monde veut être le père. Bon. Mon travail, essentiellement, a été, dans les 2 premières années, de concevoir le satellite, de garder constamment en mémoire, et je dois dire que parfois c'est très difficile de dormir avec ça, de garder en mémoire qu'il faut rester dans un budget de 200 kilos.
Et c'est là qu'on commence à gratter un peu de satellites dans toutes les directions. C'est là qu'on invente de l'électronique. Essentiellement, on était le premier satellite à faire voler un microprocesseur. Ça ne s'était jamais vu. Et je vais vous dire très franchement, 2 ans avant le lancement, j'ai participé à une conférence en Europe, et je ne comprenais pas pourquoi tous les scientifiques étaient en train encore de se poser des questions si on pouvait faire voler un microprocesseur. Nous, on avait déjà incorporé le microprocesseur, il était trop tard pour l'enlever, et heureusement, on a eu un succès. C'est ce qui nous a permis de garder le cap des 200 kilos, et ça, c'était une chose très importante. Quand on dit un espion, ça peut être un espion sur Terre, dans les airs et dans l'espace? Certainement, oui, bien sûr. Bien sûr. Et je crois que l'espace permet d'espionner beaucoup de choses. On va inventer peut-être un néo-barbarisme, un 007 version espace. Ce que j'aimerais vous montrer, un petit clip. Ça dure, il n'y a pas de parole. 45 secondes sur justement la suite de votre projet, Patrick. Très rapide sur comment on est passé d'OFEC 1, 2 à 5, 7, 9 et aujourd'hui 11. Regardez, c'est très rapide. Et nous a rejoint sur le plateau Elsa Mimoun. Vous signez le sujet juste avant. Et Patrick, Elsa a des chiffres justement sur la manière dont ça s'est évolué de OFEC 1 et 2, en 1988-90 et jusqu'à aujourd'hui. Racontez-nous cette épopée. Alors bonjour Mathias, les 2 premiers satellites de la famille OFEC étaient des démonstrateurs et le reste de la famille est composé de satellites de reconnaissance optique. On distingue 3 générations au cours desquelles la précision des satellites augmente évidemment. Alors il y a la première génération avec OFEC 3 et 4, la deuxième OFEC 5, 6, 7 et 9 et puis la troisième OFEC 11. Alors au niveau de la première génération, OFEC 3 a été lancé en 1995, c'est le premier satellite israélien de renseignement et la présence d'instruments optiques à bord constituait une avancée par rapport à ses prédécesseurs. Toutefois, il n'était pas en mesure d'offrir une qualité d'imagerie de niveau militaire. OFEC 4, lui, a été lancé en 1998. Il est basé sur la même architecture qu'OFEC 3, mais il n'a jamais pu atteindre sa cible, puisque suite à un échec lors du lancement, le satellite est tombé en mer Méditerranée. Ensuite, la deuxième génération. Alors, OFEC 5, c'est en 2002, beaucoup plus lourd que ses prédécesseurs, 300 kilos. Il est le premier d'une nouvelle génération de satellites avec des performances accrues en matière de résolution spatiale. L'OFEC 6, il a été lancé en 2004, c'est le jumeau d'OFEC 5, mais encore une fois, à cause d'une erreur au lancement, le satellite n'a pas pu se mettre en orbite et est tombé en mer Méditerranée. L'OFEC 7 a été lancé en juin 2017 avec une nouvelle version du lanceur Shavit 2. Il est équipé d'un nouvel instrument lui permettant de prendre des images plus précises et le satellite est suffisamment agile pour prendre plusieurs images sur une même zone. L'OFEC 8, alors, il a été placé en orbite en 2008 et ce lancement est le premier et le seul jusqu'à présent à ne pas avoir été effectué en Israël depuis le site de Palmachim. Il résulte d'une coopération accrue entre Israël et l'Inde. L'OFEC 9, lancé en juin 2010, Israël dispose avec ce satellite d'une constellation de 3 satellites militaires opérationnels. Et à la différence près que OFEC 9 emporte un instrument optique de nouvelle génération. L'OFEC 10, ensuite, en 2014, qui a été mis en orbite avec succès, donc grâce de nouveau au lanceur Shavit 2 depuis la base de Palmachim. Et puis la toute dernière génération, c'est OFEC 11, placé en orbite en 2016 récemment. C'est un instrument en capacité accrue et tout ça est un savoir-faire dans son ensemble quasi 100% made in Israël. Voilà, une réussite 100% Israël. Merci Elsa pour cette rubrique particulièrement détaillée. Je me tourne en France, justement, parce que nous avons voulu aussi, Patrick, avoir le son de cloche du pays d'où vous venez.
et qui vous a formé au niveau académique. Bernard Chabert, merci d'être avec nous depuis Paris. Vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste d'aérospatial. D'abord, comment la superpuissance française a vu et a perçu la réussite d'un si petit pays comme Israël ? Je pense que l'utilisation du mot si petit pays est peut-être un peu exagérée parce qu'on n'a jamais considéré sur le plan technologique et scientifique en France qu'Israël était un petit pays. Israël a utilisé, grâce justement à cette maîtrise de la technologie et des technologies, parce qu'un satellite, c'est une somme, hein, c'est une somme de savoir dans plein de domaines scientifiques et techniques différents. Donc Israël a su utiliser et combiner dans un satellite qui est effectivement d'un poids extrêmement limité. Quand on parle de satellite de 200 kg, on entre vraiment dans la grande bijouterie. Et utiliser une masse aussi faible pour obtenir des résultats au plan technique qui sont des résultats d'excellente qualité pour évidemment les besoins stratégiques propres à Israël et à sa position régionale, on va dire, ou au sein de la communauté planétaire, c'est du domaine de l'exploit. Mais c'est un exploit répétitif puisqu'il ne s'agit pas d'un satellite, il s'agit d'une famille, d'une panoplie et surtout d'un système espace-sol qui est parfaitement maîtrisé. Est-ce qu'il y a des coopérations aujourd'hui, Bernard Chabert ? On va dire que technique. Est-ce qu'il y a des coopérations aujourd'hui dans ce domaine ? Il y a toujours des coopérations. Oui, il y a toujours des coopérations, ne serait-ce que parce que les uns et les autres se fournissent parfois en matériel chez les uns et les autres. Mais on peut dire que le programme israélien est un programme national. Et dans le domaine justement du satellite de reconnaissance, on est dans le domaine du secret défense presque le plus absolu. Et donc personne ne va essayer de trop communiquer à l'étranger ce qu'il est en train de faire, parce que c'est une excellente manière de désamorcer justement l'avancée technologique future qui va permettre de nouvelles générations. Où en est exactement le programme spatial français de reconnaissance militaire aujourd'hui ? Eh bien, on est en train, en France, on a travaillé dans deux directions, dans l'optique d'une part et dans le radar d'autre part. Et donc actuellement, on est en train d'entrer dans la troisième discipline, on va dire, d'espionnage spatial, qui consiste à espionner les télécommunications, qui consiste à espionner les sources de rayonnement qui viennent d'ailleurs. On survole des territoires qui sont évidemment défendus, couverts par des systèmes radars, des systèmes de défense. Et jusqu'à présent, on voyait par l'intermédiaire de photographies à très très haute résolution qui permettent d'avoir des détails de l'ordre de ça, à peu près, une trentaine de centimètres, sur des objets au sol. Donc on faisait de la photo. Par mauvais temps, on ne peut pas faire de la photo quand il y a une couche de nuages, donc on fait de l'imagerie radar. Et maintenant, on fait en plus du recueil d'informations, de rayonnement, du recueil d'émissions. Et donc ça, c'est, je dirais, le renseignement spatial de la plus haute technologie qui est en train, en France en tout cas, de se mettre en place avec une série de matériels qui vont être utilisés dans les années à venir. Mais pour l'instant, la France fait partie, au même titre, on va dire, que les États-Unis, la Russie et la Chine, mais à un niveau statistiquement bien inférieur, fait partie des nations spatiales qui ont une couverture planétaire en matière de reconnaissance. Bernard Chabert, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir donné votre expertise, tant sur le côté israélien que le côté français. Merci. Bernard Chabert, je vous rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste des questions aérospatiales. Patrick, finalement, Ronald Reagan avait raison lorsqu'il parlait de guerre des étoiles. On est en plein dedans. On est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est un visionnaire. Oui, si vous voulez. Mais c'était prévisible. C'était prévisible. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le premier Spoutnik a été envoyé, les dirigeants russes n'avaient pas compris, n'avaient absolument pas compris ce qu'ils avaient entre les mains, n'avaient pas compris ce déroulement qui allait être la genèse de tout ce qu'on entend actuellement. Très rapidement, pour terminer, vrai ou faux ? 3 questions, vous n'avez pas le droit de répondre plus de 10 secondes par réponse. Israël s'est écouté aux portes de ses voisins. J'espère que oui. Les satellites OFEC
comprennent le perse? Je pense pas. C'est grâce à ces satellites qu'Israël sait ce qui se passe en Syrie, par exemple. Je pense que oui. Maintenant, je vais vous annoncer quelque chose. Vous savez, lorsque j'ai été interviewé après le lancement du premier lancement du Pro-OFEC 1, on m'a dit quel était le message qui a été envoyé. Alors, j'ai trouvé rien de mieux que de dire on a envoyé un très beau poème de Jacques Prévert et qui s'intitule de la façon suivante. Le pan fait la roue, le hasard fait le reste, Dieu s'assied dedans et l'homme le pousse. C'est exactement, très rapidement, ce que vous allez raconter à vos petits-enfants? Je pense que c'est ce que je vais raconter à mes petits-enfants, mais je vais leur raconter également des choses plus importantes, plus philosophiques, à savoir qu'il est temps que il serait bien vu que cette génération qui a été la mienne de venir et de faire une mission et de se donner absolument corps et âme, généralement en dormant 35 heures par semaine, que cette génération revienne. Et par conséquent, j'espère que mes petits-enfants feront partie de cette nouvelle génération. Des gens qui sont de nouveau également sionistes, qui ne sont pas uniquement matérialistes. OFEC 25, le pari est lancé. Le petit-fils de Patrick Rosenbaum. Merci. Ou les deux. Merci Patrick Rosenbaum, je vous remercie infiniment parce que c'est une exclusivité, la première fois que vous vous livrez pour les 30 ans du premier satellite de reconnaissance, satellite espion israélien. Merci Elsa Mimoun, je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Défense. Très bonne semaine à tous.